d'être avec nous pour cette table ronde, effectivement, sur le thème du vieillissement, qui est un vrai sujet de société, parce que c'est un phénomène qui s'accélère. Aujourd'hui, les plus de 60 ans représentent près d'un quart de la population. D'ici 2050, ça pourrait représenter un tiers de la population, donc on voit l'enjeu démographique. Peut-être avant de vous poser une première question, vous présenter rapidement, je vous tourne le dos pour être sûr de ne pas écorcher, oui, vous écrivez un peu petit. Marion Aymar, directrice investissement santé à la Banque des Territoires, à ma droite. Professeur Bertrand Fougère, professeur de gériatrie voilà, pour le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, et Romain Gano, directeur général Silver Valley. Alors, une première question, selon vous, en quoi cette évolution démographique que je viens de décrire avec les chiffres que j'ai cités transforme en profondeur les besoins de santé, transforme en profondeur les parcours de soins, et pourquoi nos modèles actuels, tels qu'ils existent aujourd'hui, risquent de ne pas suffire? Honneur aux femmes, je vous propose qu'on démarre avec vous. D'accord. Eh ben, alors, ravi et merci pour l'invitation. Peut-être je laisserai la parole à mes camarades qui font un état des lieux, je pense, complet du secteur. En tout cas, c'est un enjeu qui va être présenté juste après, mais qui touche tout le monde, et évidemment qui touche et qui est impactant sur les territoires, qui impacte la cohésion sociale, la cohésion territoriale, qui bouleverse profondément les besoins globaux. Et c'est pourquoi la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts en particulier y attachent beaucoup d'importance et ont des ambitions assez importantes dans cette thématique pour adresser ces enjeux. Je me tourne vers tous les deux, vous aussi, pour répondre à cette question de en quoi cette évolution démographique transforme les besoins de santé et les parcours de soins. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors, on vieillit et c'est bien. En fait, ça va changer complètement notre approche. Et ce vieillissement de la population, il n'est pas nouveau, et on le sait. En fait, en 1850, c'était 43 ans à peu près l'espérance des hommes, hein, et on est à 85 ans aujourd'hui chez les femmes, 80 ans chez les hommes, avec deux grands phénomènes. Hein. Début du XXe siècle, c'était l'eau potable et l'électricité, et donc ça a permis, en termes d'hygiène, largement d'augmenter l'espérance de vie. Et puis, il y a une soixantaine d'années, c'est les antibiotiques et la vaccination. On mourrait beaucoup de maladies infectieuses infantiles, et donc en ayant moins d'enfants qui meurent, il y a plus de gens qui vieillissent. Et ça date justement d'une soixantaine d'années. Et notre système de santé, c'est un système de santé d'après-guerre qui a été construit sur ce modèle-là, c'est-à-dire on prend en charge des pathologies aiguës et principalement des pathologies infectieuses, et donc à la fois la formation, la tarification des actes, et le mode de pensée un peu de tout le monde, c'est on traite des maladies. Vous venez chez votre médecin parce que vous avez mal aux dents, vous avez le nez qui coule, vous avez mal au ventre, etc. pour un symptôme. Sauf que les progrès de la médecine ont fait qu'on a créé les pathologies chroniques. Avant, vous mouriez de votre insuffisance cardiaque, vous mouriez de votre diabète, vous mouriez d'un cancer, etc. Maintenant, grâce au progrès de la médecine, on vit avec ces pathologies chroniques, on vit longtemps avec ces pathologies chroniques, et donc avec un risque de possible perte d'autonomie. Et donc ça change l'approche de notre système de santé, d'un système de santé qui était construit de façon curative, à la fois sur la formation, la tarification et le mode de pensée, à un système de santé qui doit évoluer vers le préventif, voire le prédictif, pour faire en sorte qu'on évite ces maladies, on vive le plus longtemps sans cas de décompense quand on les a déjà, et qu'on fasse en sorte que les gens puissent rester en bonne santé, voire à domicile comme ils le souhaitent le plus longtemps possible. Romain Gano. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est que le phénomène de vieillissement n'est absolument pas homogène. Moi, je suis opposé quand j'entends dire les seniors. Il n'y a pas une population homogène en France de 16 millions de seniors qui auraient les mêmes problématiques de santé, les mêmes besoins de parcours de soins, le même parcours de vie. La transition démographique, c'est comme la transition numérique, c'est comme la transition écologique. C'est une transmission structurelle et qui donc est inégalitaire en termes de territoire, en termes de milieu social. Et donc nous, le sujet chez Silver Valley, quand on accompagne des entreprises, c'est de bien comprendre, ça veut dire quelle problématique on résout pour quel type de senior, pour quel type de population, et après ça aura un impact sur les business models dont on reviendra après. Ce qui est intéressant de remarquer aujourd'hui, c'est qu'on a une génération de jeunes seniors et un phénomène d'empowerment des seniors sur leur propre vieillissement. Alors je ne dis pas qu'il est massif ce phénomène-là, je ne vais pas jusqu'à dire ça, mais je dis qu'aujourd'hui, si vous regardez les taux d'utilisation des applications santé, bien-être, ou le nombre de seniors aujourd'hui qui prennent en main leur santé, on a des métriques qui n'étaient pas ceux il y a une dizaine d'années. Donc, qui dit population non homogène de seniors, qui dit besoins spécifiques, qui dit empowerment des seniors, dit adaptation de l'offre et pas
penser les seniors comme une population homogène qui ferait qu'on passerait à côté d'un parcours de prévention en voulant traiter tous les seniors de la même façon. Alors, les stratégies pour les innovations au service du bien vieillir, c'est ce que vous portez notamment, professeur Fougère, auprès donc, du ministère de la Santé, sont de plus en plus présentes, et notamment pour les innovations numériques. Comment faut-il accompagner ces innovations pour qu'elles puissent, elles aussi, être massifiées, passer à l'échelle? Je ne sais pas si Marion, vous voulez commencer? Oui, avec plaisir. Effectivement, il y a un foisonnement d'innovations et encore faut-il qu'elles puissent passer à l'échelle, qu'elles puissent grandir, qu'elles puissent atteindre leur public et être utilisées. Pour ça, elles ont besoin d'être financées. Et les modes de financement, ils existent sous différentes formes. La maison que je représente, elle agit sous différents formats. On a plusieurs casquettes. On a des casquettes de prêteurs vis-à-vis des hôpitaux. On a des casquettes d'investisseurs dans justement ces solutions innovantes qui répondent à des enjeux dont on vient de parler. Et on a la casquette aussi d'opérateurs pour le compte de l'État dans le cadre d'appels à projets. Typiquement France 2030, et on peut parler d'un appel à projet qui est bien connu ici, qui est les grands défis du vieillissement, enfin les dispositifs numériques au service du bien vieillir. Et donc comment, grâce à ces appels à projets et ces dispositifs innovants, on peut accompagner ces porteurs de projets, ces sociétés, sur tous les territoires pour qu'elles puissent grandir et être accompagnées. Voilà, c'est un des modes d'action, par exemple, de financement de cette innovation. Romain, vous avez au quotidien, voilà, vous, des startups, des acteurs innovants qui proposent cela. Comment vous les accompagnez? Comment vous les aidez? Silver Valley aujourd'hui accompagne plus de 200 entreprises. La moitié sont des startups, la moitié sont des ETI, des PME, des grands groupes industriels, jusqu'à des accompagnements qu'on peut faire pour Samsung, Google, Renault, La Poste sur des sujets. Ce qu'on repère, alors déjà, la problématique du vieillissement de la population n'est pas qu'une problématique sanitaire et sociale. On traite tout un tas d'autres sujets que la santé chez Silver Valley, et on accompagne ces entreprises-là de façon très classique pour un cluster. C'est notre thématique qui nous distingue, savoir bien comprendre les enjeux liés au vieillissement de la population. On publie, on synthétise une dimension network, une dimension accompagnement individuel du projet entrepreneurial. Ce qu'on regarde par contre quand on travaille sur des thématiques santé, vieillissement, et je n'ai pas d'expertise santé, j'assume tout à fait le fait qu'on travaille avec des gérontopoles, avec des gens comme Bertrand Fougère sur la partie santé, ou avec des gens comme la Banque des Territoires sur la partie financement. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on doit travailler sur 3 niveaux de preuve aujourd'hui pour prouver la pérennité d'une solution. Le premier niveau de preuve, si on est sur la santé, j'y tiens, c'est la preuve scientifique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire n'importe quoi sur les questions de santé, donc quelle est la rigueur scientifique du projet, comment il a été évalué, qui sont les personnes au board. La deuxième chose, c'est la preuve d'usage. C'est important. Voilà. On peut avoir le meilleur produit testé, éprouvé, mais si l'usage ne suit pas, le dispositif ne trouve pas finalement sa finalité. Et enfin, ce qui distingue chez Silver Valley, on travaille sur la preuve pas médico-économique, parce qu'on laisse le médical à d'autres, mais la preuve de robustesse économique. On peut avoir le meilleur projet scientifique qui testé, qui a le meilleur usage, mais s'il n'y a pas de pérennité économique, s'il n'y a pas de business model, s'il n'y a pas une structure qui permet de porter le projet, on va empiler des expérimentations, comme on fait depuis 20 ans dans le secteur, sans passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a quand même un système sur le soin, sur la prévention, sur le vieillissement, qui est dans l'expérimentation permanente. Et ce qui était intéressant, par exemple, sur France 2030, c'était de se dire, sur les dispositifs qu'on travaille d'ailleurs tous les trois en commun, c'est de se dire quels dispositifs ont la maturité nécessaire pour passer à l'échelle, en se posant les questions de soutenabilité, de souveraineté, de SAV. Parce que trop souvent, on dit vieillissement égale soin, on regarde la partie purement scientifique, mais on ne regarde pas la partie pérennité économique. Et donc, on soutient aussi énormément de startups ou d'entreprises qui n'ont pas la capacité de déployer des solutions. Et je vais citer un directeur de la Banque des Territoires qui a une phrase magnifique et que je reprends pour moi depuis longtemps. Il n'y a pas d'impact social sans pérennité économique. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder le sujet. Si on veut un impact social à long terme, il faut que les solutions existent à long terme. Et donc, il faut aussi qu'on regarde cette preuve économique comme la preuve scientifique et comme la preuve d'usage. On a beaucoup parlé aujourd'hui des outils numériques. Alors, sur le sujet du vieillissement, il y a des tests prédictifs, des bilans de longévité, j'en passe. Est-ce que ça risque pas de stresser les gens? Autrement dit, comment distinguer ce qui relève véritablement d'une prévention utile de ce qui peut éventuellement devenir anxiogène? Et là, la question s'adresse à tous les trois dans l'ordre que vous voulez. Allez-y, professeur. Non, mais le numérique, en fait, la question n'est pas de savoir si en fait, le numérique va changer notre approche. Le numérique est déjà là. Et on est déjà connecté et surconnecté avec plein d'outils qu'on a. Vous avez plein d'entre vous, alors de toute façon, vous avez un smartphone, donc ça mesure votre vitesse de marche, votre nombre de pas, etc. etc. Pour ceux qui ont une montre connectée, ils ont également aussi leur fréquence cardiaque, leur saturation, etc. On génère plein de données de santé. Et ça, c'est déjà le cas. Et tant mieux, parce qu'en fait,
tout ça, ça va nous permettre aussi d'avoir ces outils que je disais un peu prédictifs. Apple a montré que justement avec son Apple Watch, il repérait un certain nombre de troubles du rythme cardiaque, ils avaient sauvé des centaines de milliers de vies aux États-Unis. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, la façon, il va falloir être aussi éducatif, faire de l'éducation à la santé, à la gestion de ces données de santé, puisqu'en fait, avant, justement, vous avez un signe, vous vous présentez devant un professionnel de santé qui réfléchit à votre signe pour vous faire un diagnostic. Là, on se retrouve dans une situation où en fait les gens vont générer des propres données de santé et se dire qu'est-ce que j'en fais. Je reviens sur mon exemple de la montre, c'est tous les jours vous vous réveillez le matin, vous avez 80 de fréquence cardiaque, demain matin vous vous réveillez, vous avez 130, sans aucun autre signe. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous appelez votre médecin traitant, vous vous présentez aux urgences en disant c'est la catastrophe, vous quittez la montre en disant de toute façon j'ai rien donc tant pis. Donc ça, on a un vrai travail d'éducation à la santé pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure gestion des données de santé par les gens eux-mêmes qui s'approprient leur santé. Donc ça, on a tout ce travail-là. Après, il y a toute la partie prédiction dont vous parlez aussi sur les tests de longévité, etc., qu'on voit un peu fleurir un peu partout. Là, je vais être vigilant parce que, en fait, c'est bien d'avoir une prédiction quand on est capable de faire une intervention derrière. Si vous faites une prédiction sans capacité d'intervention, il ne faut pas faire la prédiction. Si je vous dis demain, en fait, vous avez 80% de risque de développer des troubles cognitifs et que je vous dis bonne journée, je ne vous fais pas un cadeau. Et donc, en fait, il faut faire de la prédiction quand on est capable de mener une intervention. Et ça, il y a des choses qui sont bien. En oncologie, ils font beaucoup de tests de prédiction sur les cancers du sein. Il y a des tests oncogénétiques sur le cancer du sein, le cancer du pancréas, etc., etc. Mais on est capable de mener une intervention derrière. De dire, en fait, s'il y a un risque qui est trop élevé, on fait une intervention. Si c'est vous faire une prédiction juste pour une prédiction, pour l'instant, ça me semble risqué. Mais ça ne veut pas dire que mon discours d'aujourd'hui sera mon discours de demain quand on sera capable justement de mener ces interventions. Marion, Romain, un mot également peut-être sur ces outils de prévention, outils numériques de prévention. Oui, enfin, je souscris totalement et on voit bien les trois piliers. On prédit, mais il faut de l'accompagnement au changement, il faut de la formation et il faut un après, il faut un parcours. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a prédit et comment on inscrit ces parcours dans la vie des gens, comment on l'inscrit sur les territoires pour que ça soit équitable pour tous. On voit effectivement naître beaucoup d'initiatives de prédiction, mais est-ce qu'elles sont adressées à toutes les personnes, à toutes les catégories socio-professionnelles. Et ça, c'est quelque chose auquel nous, côté Banque des Territoires, on est assez vigilants, aussi bien pour l'équité territoriale que l'équité d'accès, quel que soit son positionnement, j'ai envie de dire, professionnel ou sa capacité à payer. Et c'est peut-être les questions qu'on doit se poser un peu collectivement. Est-ce qu'on veut des choses un peu à deux vitesses ou au contraire, on veut quelque chose d'accessible pour tous et qui donne les mêmes chances ou les mêmes égalités de chances pour... cette question de l'égalité, il n'y a pas seulement l'égalité au niveau des territoires, mais des individus. Romain ? Je pense que le game changer, il a été évoqué par Bertrand. Le game changer, c'est l'arrivée aujourd'hui, alors qui n'est pas si récent d'ailleurs, mais l'arrivée des acteurs généralistes de la technologie sur le champ de la prévention, sur la santé, sur le champ du vieillissement. Ils le font comment? Ils le font par une approche généraliste. Alors si vous regardez ce qui s'est passé au CES de Las Vegas, c'était quand même assez fascinant. Samsung passe un tiers de son intervention à évoquer Samsung Family Care. Qu'est-ce que c'est Samsung Family Care? C'est en natif dans des téléphones des suites de logiciels qui permettent de monitorer des données de santé, de monitorer les données de santé de sa famille, de ses proches, de faire des alertes, et ça va jusqu'à un outil d'entraînement cérébral. Et ça pose plusieurs questions. Ça pose la question du parcours, qui m'en a dit, ça pose la question aussi de la démédicalisation du diagnostic. Ce sont des outils généralistes, pour le coup, qui se basent sur l'accès à de la donnée et de l'accès aujourd'hui, ces acteurs-là ont une capacité d'analyser la donnée à prendre, mais quelle est la robustesse scientifique derrière et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et pourtant, je dis que c'est un game changer. Pourquoi? Parce que si vous regardez déjà, aujourd'hui, il y a une explosion d'utilisation chez les 50-55 ans et plus des applications santé, bien-être et plutôt d'ailleurs bien-être pour le coup. Et si on se dit demain qu'en natif, dans votre téléphone, vous aurez un tas d'outils d'analyse, ça a posé la question de l'organisation du système de soins parce que le diagnostic ne sera plus fait par le médical, ce sera une démédicalisation du diagnostic fait par un outil dont on ne connaît pas forcément la robustesse et dont on n'a pas encore pensé le parcours de soins. Donc c'est aussi une démédicalisation de la prévention et pourtant, ça peut changer les choses parce que ces personnes étant dans une logique consumériste, empowerment sur son propre système de santé. Donc ça va, je pense, révolutionner, mais dans quel sens, je ne sais pas, parce qu'une nouvelle question se pose depuis quelques semaines ou mois qui n'échappe à personne, la question de la souveraineté, y compris des outils et des données.
Et donc, ça invite aussi les pouvoirs publics à repenser un système de partage d'informations souverain, mais qui implique aussi des acteurs généralistes. Je finirai juste pour dire, on est assez content chez Silver Valley, on a pu permettre la construction d'une offre commune entre Samsung et un téléassisteur des Ardennes qui se sont rencontrés chez nous et qui ont monté une offre sur une téléassistance. Et je pense aussi beaucoup que l'avenir de la santé, alors au sens large, pas du secteur médical, mais de la prévention santé sur le vieillissement, sera de mariage entre des grands acteurs de la généraliste et des spécialisés, des pure players du secteur qui pourront monter des offres en commun. Alors, Romain, ce qui est super, c'est que vous avez fait une très belle synthèse de la conférence de ce matin. J'ai vu que vous avez été très attentif, puisqu'on a parlé du compte-rendu qu'Arnaud Auger a fait sur le CES de Las Vegas, mais aussi la place des acteurs. Et je vois, Patron Fougère, vous trépignez. Vous m'avez déjà envoyé un SMS ce matin en me disant, en fait, Jérôme, ce n'est pas les grandes tendances de la santé, c'est les grandes tendances du vieillissement. Ça y est, c'est la thématique. Plus sérieusement, on voit que cette prévention, et Romain l'a bien précisé, que cette prévention du vieillissement, ce n'est pas que le parcours de soins. Quand vous voyez tous ces acteurs de la tech, on se dit, OK, est-ce que les spécialistes de la santé, les problèmes de santé, ils n'ont plus leur place? Ces acteurs de la tech qui vont tout prendre? Forcément, je pose une question un peu polémique. Alors, non, pas du tout. Pour moi, elle n'est pas polémique parce que la prévention, et dans ce que disait Romain, c'est en fait le repérage va être à la main des gens eux-mêmes. Et tant mieux. Les gens vont s'auto-screener de plein de choses et vont repérer des points d'alerte. Et à ce moment-là, se présenter vers un professionnel de santé qui fera une évaluation plus approfondie et mettra en place une intervention. Donc je trouve ça très bien que le repérage puisse être à la main avec des technologies X ou Y, se dire, en fait, même des trucs simples, j'ai perdu du poids, c'est pas normal, sauf si vous préparez l'été. Je commence à avoir des troubles cognitifs, je repère qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. En tout cas, se dire, ces tests de repérage, voilà. Ensuite, la prévention, c'est de la santé, mais c'est bien au-delà de la santé. Quel est le meilleur acte de prévention pour la lutte contre le tabagisme? L'augmentation du prix du paquet du tabac. C'est pas de la santé. C'est le fait d'augmenter le prix du tabac qui a fait que les gens ont moins fumé. Donc la prévention, ça va bien au-delà de juste une démarche santé. C'est sociétal. Et donc en fait, oui, tous les acteurs du monde de la tech, du monde de l'innovation, doivent participer au fait qu'on puisse faire de la prévention pour permettre un vieillissement en santé, ce qui est souhaité, faire en sorte que les gens soient acteurs de leur propre santé en repérant des signes d'alerte pour aller se présenter vers un professionnel de santé, avec ce que je pense hyper important, ce que disait Marion, l'équité vers les gens et l'équité des territoires, parce qu'en fait, on se rend bien compte que les ressources humaines, elles ne vont pas exploser, quand bien même on voudrait qu'il y en ait plus, et les ressources financières, vous allumez la radio, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et donc, en fait, les innovations, elles vont aussi nous accompagner dans la fluidité des parcours de soins, la fluidité des parcours de vie, et faire en sorte que les gens, qu'ils habitent à droite ou à gauche, qu'ils soient potentiellement dans une catégorie socio-professionnelle moins aisée, etc., puissent quand même avoir une chance de prise en charge. C'est harmoniser les objectifs plus que d'harmoniser les dispositifs. Bien, merci pour cette conclusion. On va donc terminer cette table ronde avant de poursuivre sur un sujet qui va être important, parce qu'on parle beaucoup de start-up, c'est celle du baromètre que nous avons chaque année avec Mind Health. Donc on vous remercie encore tous les trois pour cette dernière table ronde. On peut les applaudir. Merci.